fâché pour l'écrivain. Merci beaucoup Michel, merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux ce soir pour accueillir Boris Cyrulnik. Et Boris Cyrulnik, merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Racines de Ciel. Alors évidemment, tout le monde vous connaît, mais nous allons quand même donner quelques repères biographiques pour éclairer votre parcours. Né à Bordeaux, vous êtes issu d'une famille ashkénaze d'origine ukrainienne et polonaise. Vos parents, Nadia et Aaron Cyrulnik, sont morts dans le camp d'extermination d'Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale alors que vous n'aviez que 6 ans. Seul rescapé de la grande rafle du 10 janvier 1944 à Bordeaux, vous avez vous-même miraculeusement échappé à la déportation. Cette expérience traumatique fondatrice explique votre désir de devenir psychiatre, spécialisé en neurologie et plus spécifiquement intéressé par l'éthologie, l'étude scientifique du comportement des espèces animales. En 1983, parallèlement à votre carrière de médecin, vous publiez chez Hachette votre premier ouvrage, Mémoire de singe et Paroles d'homme. Suivront notamment Les vilains petits canards en 2001, Quand un enfant se donne la mort, Attachement et société en 2011, Sauve-toi, la vie t'appelle en 2012, La nuit, j'éclairais des soleils en 2019 ou encore Le laboureur et les mangeurs de vent en 2022, tous parus chez Odile Jacob, qui rencontrent un immense succès public. Votre travail autour du concept de résilience, développé dans plusieurs de vos livres, vous a ainsi rendu mondialement célèbre. Vous avez également présidé, c'est très important, en 2019 pour le ministère de la Santé, la commission dite des 1000 premiers jours de l'enfant, réunissant 18 experts dont le rapport a été publié en septembre 2020. Vous êtes toujours enseignant à Toulon et à Mons. Nous allons évoquer ce soir votre dernier ouvrage, toujours chez Odile Jacob, intitulé 40 voleurs en carence affective, bagarres animales et guerres humaines, ou comment expliquer, en particulier par l'observation comparative, les racines de la violence et des conflits dès le plus jeune âge. Ce texte foisonnant, qui est déjà un best-seller, s'inscrit aussi, et nous le verrons, au cœur de l'actualité. Alors, une première question, Boris Cyrulnik, pour amorcer cette conversation. Pourquoi ce livre et quel est son propos ? Alors, ce livre avait pour enjeu de modifier l'enseignement de la psychologie. Pendant des décennies, même pendant plus d'un siècle, on nous disait tous les troubles psychologiques s'expliquent par la biologie. La biologie explique certaines choses, mais pas tout. Et des adversaires disaient non, non, tous les troubles s'expliquent par la psychanalyse. La psychanalyse convient à certains, mais pas à tous. Et de toute façon, je pense que une théorie qui prétend être totalement explicative est une théorie totalitaire. Alors, les théories de l'attachement se développent sur la planète entière, à l'international. Il y a énormément, je crois même qu'il y a eu un développement interplanétaire maintenant, c'est-à-dire que c'est une théorie qui est la plus acceptée parce qu'elle intègre des données différentes, ce qui est contraire au cheminement de nos écoles. Dans nos écoles, on apprend aux jeunes à choisir leur spécialité, ce qui est parfois utile, mais ce qui fragmente le savoir. Alors que quand j'étais praticien, quand quelqu'un s'asseyait près de moi, il s'asseyait avec son corps, son cerveau, sa famille, sa religion, ses croyances, ses échecs, et c'était pas un objet de science. Donc j'étais obligé de mettre mon nez un peu partout, ce qui est très mal vu au point de vue carrière universitaire. En revanche, si on devient le meilleur ou parmi les meilleurs d'un tout petit point que personne ne connaît, vous avez le prix Nobel et vous faites une brillante carrière. Alors que si vous voulez soigner, vous devez mettre votre nez un peu partout et vous n'aurez pas le prix Nobel. De cet ouvrage, on parlait d'un petit segment dans la recherche. C'est vrai que
dans les années 70, il était assez rare qu'on puisse moduler, qu'on puisse s'inspirer de l'éthologie, donc la science animale, à des fins psychiatriques ou psychanalytiques. Et c'est vrai que pour raconter votre ouvrage, il y a une possibilité à cette époque de la psychanalyse à l'égard des sciences naturelles, ce qui est paradoxal, puisque on peut dire que les deux grandes principales figures de la psychanalyse que sont Freud et Lacan se sont inspirés eux-mêmes des comportements animaux, même Jung, qui aussi s'en est inspiré. Comment cette possibilité qui est plutôt un paradoxe en réalité? Le paradoxe, c'est le rejet de la psychanalyse par rapport aux sciences naturelles dans le milieu de la recherche. Alors, si j'ai bien compris votre question, notre culture a toujours donné à l'homme une nature surnaturelle. Donc les animaux n'avaient rien à nous apprendre, puisque l'homme par nature il avait une âme, et les animaux, eux, étaient des machines. Et vous reconnaissez la phrase de Descartes, qui a été utile pour la méthode expérimentale, mais les animaux lui disent pas merci. Parce que, à cause de Descartes, qui considérait les animaux comme des machines, inutilement massacrés. Mais, grâce à la méthode expérimentale privilégiée par Descartes, quelques animaux ont participé au progrès de la condition humaine. Alors d'abord, ça a été la circulation du foie, où des chiens ont été torturés pour prouver quelle était la fonction du foie. Merci les animaux. Et dans les années 30, deux primatologues, monsieur et madame Harlow, montrent qu'un petit singe privé d'altérité arrête tous ses développements. Ce qui paraît d'une immense banalité aujourd'hui, c'était une révolution impensable dans les années 30. Nous, mammifères, parce qu'on a tous été des mammifères marins. Dans cette salle, tout le monde a été mammifère marin pendant 9 mois. Vous aussi. Il a fait HEC, ben il a été mammifère marin quand même. C'est un mammifère marin qui a fait HEC. Donc parce que pendant 9 mois, on était nourris, logés, blanchis dans une suspension hydrostatique à 37 degrés. On n'avait aucun problème. Notre mère résolvait tous les problèmes à notre place. Et puis arrive la naissance, et là, les problèmes commencent. Alors, cette condition, cette manière de se servir des animaux pour poser des questions humaines, énormément de gens, de chercheurs l'ont fait, et ça a eu du mal à rentrer dans la culture. Les premiers chercheurs à le faire, ça a été Freud, qui était un évolutionniste, et le seul prix scientifique qu'il a eu, c'est sa recherche, à l'âge de 20 ans, sa recherche sur la sexualité des anguilles. Mais c'est le seul prix scientifique qu'il a eu. Il n'en a pas eu d'autres, hein. Il a été proposé au Nobel, mais là, il a eu le prix de la ville de Francfort, qui est un bon prix de reconnaissance scientifique. Et resté assis, celui qui s'est beaucoup aussi inspiré de l'éthologie animale, c'est Lacan. Alors, j'ai publié plusieurs livres où on a acheté les pages de Lacan, tellement les lacaniens ne voulaient pas croire, mais j'ai les preuves. Je les ai publiés chez Gallimard dans Si les lions pouvaient parler. Et on voit que Lacan, il s'est fortement inspiré du stade du miroir, c'est-à-dire une théorie fondamentale de la théorie lacanienne, un pilier, et surtout de l'articulation du réel et de l'imaginaire. Pourquoi est-ce que les lacaniens ont refusé cette origine animale ? Probablement parce qu'ils voulaient garder une nature surnaturelle, et la nature surnaturelle, alors là je participe, c'est la création de la parole, mais surtout c'est la création des récits. Et quand on fait, alors ça les animaux, pour la parole, les animaux ont accès, ils comprennent beaucoup de nos mots. On travaille avec des vétérinaires qui enseignent
avec moi à l'université de Toulon ou à l'université de Mons en Belgique, et les vétérinaires ont évalué les chiens humanisés, c'est-à-dire ceux qui nous côtoient, comprennent 2 à 300 de nos mots. C'est-à-dire que c'est largement trop pour faire une carrière politique. C'est-à-dire que avec 50 ou 100 mots, on doit se débrouiller. Alors, je suis très content de ma réponse, mais je ne suis pas certain d'avoir répondu à votre question. Alors, le titre du livre, qui peut peut-être paraître énigmatique, fait allusion à une étude menée dans les années 50 par John Bowlby, médecin psychiatre et psychanalyste britannique, sous le titre « 44 jeunes voleurs », et qui pose les bases de la théorie de l'attachement. Cette théorie explique notamment les troubles du comportement de l'adulte par une carence affective ou une perte liée à l'enfance, plus spécifiquement et quasi exclusivement, chez Bowlby, liée à la relation avec la mère. Comment avez-vous été amené vous-même à appréhender ce travail et quel prolongement dans votre réflexion a-t-il amené ? Alors, la plupart des motivations scientifiques ont une origine autobiographique. Même dans les sciences dures, la plupart du temps, c'est une motivation du développement personnel qui motive le scientifique et qui ensuite applique la méthode scientifique pour essayer d'obtenir des résultats et les soumettre au tribunal de la clinique et au tribunal de la méthode expérimentale, ce que ne font pas les croyances. Une croyance, on croit ou on ne croit pas, alors qu'une découverte scientifique, on la met en danger, on la met en jeu et on demande aux collègues de valider ou aux praticiens de valider ou d'invalider. Et l'histoire des sciences, c'est un cimetière de théories qui sont tombées les unes après les autres. Ça fait partie de la démarche scientifique. Alors, la théorie, quand j'ai été enfant, beaucoup de gens disaient je voulais faire des études, ce qui était mal vu. Beaucoup de gens disaient mais regarde d'où tu viens, tu pourras jamais faire d'études. C'était une malédiction. Il y a la bénédiction, ça c'était une malédiction. Et quand ensuite devenu praticien, j'ai entendu la même malédiction pour les gosses des banlieues, les gosses en difficulté de développement, j'ai eu la même indignation. Donc mon histoire m'a amené à me poser la question, comme le fait John Bowlby. Et quand j'ai rencontré, j'ai pas rencontré Bowlby, mais j'ai rencontré ses théories très tôt. Et Bowlby s'intéressait beaucoup à l'éthologie animale, comme Rémi Chauvin, que j'ai côtoyé, et qui pose un problème philosophique qui n'est toujours pas rentré dans la culture. Et le problème philosophique, c'est l'inné ou l'acquis. Imprégné par structurer notre pensée et structuré par le dualisme chrétien, dont Descartes a été le défenseur, même si de temps en temps, il disait non, il y a des jonctions entre la passion et le corps, c'est sa glande pinéale, elle n'est pas très convaincante. Hein. Enfin, je sais qu'il y a des philosophes dans la salle, mon espérance de vie vient d'être fortement réduite, mais donc ça veut dire qu'il y avait une manière de poser les questions. Et John Bowlby, avant de devenir psychiatre, avant de devenir médecin et de participer, d'être président de la Société britannique de psychanalyse, John Bowlby était éducateur, c'est-à-dire en première ligne. Les psychanalystes, souvent, viennent des beaux quartiers. Je sais quand j'étais étudiant, on disait mais il faudrait que la psychanalyse aille aussi auprès des gens à petit salaire. Le résultat a été modéré. Mais dans les beaux quartiers, les gens s'intéressent beaucoup. Et c'était déjà une sélection. Et John Bowlby était éducateur. Et surtout, le grand argument, c'est que la Seconde Guerre mondiale avait fait énormément d'orphelins. Énormément. Je vais dire une chose affreuse. En France, il n'y avait que 300 000 orphelins. C'était très peu.
c'était très peu, pour une raison triste, c'est que l'armée française avait capitulé si vite à cause du Blitzkrieg de l'armée allemande en mai 40. Il sait tout. En mai 40, le Blitzkrieg, l'armée française était partie en courant. Donc il y avait eu moins de morts que en Allemagne et surtout Russie, Pologne, Hongrie, où là il y avait des dizaines de millions d'orphelins dans les rues. Et le problème, c'est que ces orphelins ne survivaient que par la violence, la délinquance. Et j'ai eu la chance de côtoyer un de ces orphelins devenu chef de clinique à Paris et directeur de recherche à INSERM, Stanislas Tomkiewicz, qui racontait son enfance au ghetto de Varsovie, à la sortie des camps, et quand la Croix-Rouge l'avait amené à Paris, où il ne savait pas où était la France. Mais il est arrivé, il a fait des études, il a fait une brillante carrière médicale, de recherche, et la phrase qui m'a frappé, c'est dans le ghetto, en sortant des camps, on était des loups. Parce que s'ils voulaient ne pas mourir de faim, il fallait attaquer. Et ces enfants se groupaient, rentraient dans les maisons, volaient, attaquaient les gens, comme on le voit encore dans beaucoup de pays encore aujourd'hui. Hein. Et l'OMS avait demandé à John Bowlby essayer de trouver une solution parce que ces enfants sont dangereux. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est attaqué par des enfants? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour se défendre? On leur tire dessus? Comment on fait? Donc on est paralysé et on les laisse devenir délinquants. Et il a remis un rapport à l'OMS qui a eu un succès interplanétaire. Et dans ce rapport, il a commis une faute. Il a pas dit ce que dit Harlow, ce que dit l'éthologie animale. Voilà. Alors là, la dysfonction cérébrale de ces enfants privés d'affection est provoquée par la carence affective. Et John Bowlby a mal formulé, il a dit la dysfonction cérébrale de ces enfants est provoquée par la carence maternelle. Et ça, alors les féministes, une féministe, Margaret Mead, a dit c'est stupide, les enfants n'ont pas besoin d'affection pour se développer, c'est une invention des hommes pour empêcher les femmes de travailler. Margaret Mead, 1952. Alors, et Bowlby a eu du mal à se laisser convaincre par les gens avec qui il travaillait, qui disaient, mais il ne faut pas dire carence maternelle. Si la mère est morte, évidemment, il y a une carence maternelle, mais si elle est malade, mais on peut trouver un substitut maternel qui peut être une autre femme dans l'adoption, qui peut être un homme. Depuis que les hommes participent à l'éducation précoce des enfants, tout le monde en profite. Les femmes, les bébés et les hommes. Tout le monde profite de cette nouvelle structure affective. Et il a mis longtemps à se laisser convaincre, et maintenant on emploie l'expression carence affective. Et le constat clinique remis par Bowlby dans son rapport OMS de 1951, qui a eu un succès énorme, est confirmé aujourd'hui, depuis 15 ans, 15 ou 20 ans, par la neuroimagerie. Et là, on voit sans aucune difficulté qu'un bébé privé d'affection a toujours les mêmes dysfonctions cérébrales, atrophie des deux lobes préfrontaux, le socle neurologique de l'anticipation, atrophie des deux systèmes limbiques, socle neurologique de la mémoire et des émotions. S'il n'y a pas de relation, qu'est-ce que vous mettez en mémoire? Rien. S'il n'y a pas de relation, il n'y a rien à mettre en mémoire. Il faut un autre pour stimuler la mémoire intime. Il faut une altérité. S'il n'y a pas d'altérité, il y a une atrophie. Et surtout, une des fonctions du lobe préfrontal, c'est d'inhiber
des noyaux qui sont à la base du cerveau et qui sont les noyaux de l'amygdale, pas celle-là, mais c'est celle-là, de l'amygdale du rhinencéphalique, qui est le socle neurologique des émotions insupportables de haine, de colère ou de désespoir. Et quand on fait aujourd'hui des neuroimageries à ces petits voyous, il n'y a pas d'autre mot, qui cassent, qui brûlent, qui sont avec une stupidité incroyable, on voit les mêmes dysfonctions cérébrales. C'est-à-dire que ces dysfonctions cérébrales sont récupérables si on intervient tôt, et plus on intervient tard, plus ça devient une sculpture cérébrale, et là, la résilience est de mauvaise qualité. Et parmi ces enfants en carence affective, il y a une différence, et vous l'évoquez, entre les garçons et les filles. Puisque, à rebours peut-être de l'opinion commune, ce sont les garçons les plus sensibles, les plus vulnérables à leur milieu, et à leur milieu qui serait appauvri sur le plan sensoriel et sur le plan affectif. Et c'est un peu tendance biologique, on pourrait dire, et accentué, voire aggravé par la culture du virilisme et de l'homme violent, où on glorifie justement la violence masculine. Qui ont beaucoup travaillé sur cette différence des réactions entre les petits garçons et les petites filles. Alors, sur des populations, il y a des observations comportementales et des observations biologiques, endocriniennes. Quand un petit garçon préverbal, c'est-à-dire que avant l'âge de 3 ans, avant, la parole explose au cours de la 3e année, et aucun de nos bébés ne parle avant la 3e année, sauf peut-être Pantagruel, qui à peine né s'est écrié « à boire, je veux du bon vin ». Mais à part Pantagruel, aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Et alors les petits garçons, dans des situations spontanées, la vie de famille, le quartier, ou dans des situations d'observation dirigée, un peu expérimentale, les petits garçons frustrés réagissent par le passage à l'acte. Ils tapent, ils protestent, ou ils passent à l'acte. Alors que dans la même situation, les petites filles réagissent par un repli sur soi, une recherche de câlin. Le câlin, c'est un tranquillisant naturel. Toutes les mères l'ont fait avec leur bébé. Toutes les mères l'ont fait, soit en parlant, soit en le caressant, soit bien sûr en le prenant dans les bras. Et on constate que pratiquement tous les bébés sont sécurisés par un mot de la mère, et bien sûr quand une figure d'attachement les prend dans les bras. Donc ça veut dire qu'il y a déjà, alors qu'une petite fille en situation de frustration, elle cherche le câlin, et quand elle est grande, une jeune fille ou une femme en situation de frustration, la plupart du temps, comme elle parle mieux que les garçons avant les garçons, généralement, en cas de frustration, elles utilisent le câlin ou la parole pour se défendre. Et la parole, c'est généralement une femme frustrée téléphone à sa meilleure amie pour descendre en flamme le gars qu'elles auraient voulu descendre en flamme avec leurs petits poings. Mais là, elles le téléphonent par le téléphone, et peut-être par Internet aussi. Il paraît que sur Internet, les femmes sont très douées pour descendre en flamme les gens qui les agressent. Les modes de défense physique et psychique sont pas du tout les mêmes. Alors l'explication, la tentative d'explication, c'est chromosomique et endocrinien. Chromosomique, les filles sont XX, c'est-à-dire que quand une anomalie est portée par un X et n'est pas portée par l'autre X, l'anomalie existe, elle ne s'exprime pas.
alors que chez les garçons qui sont X, Y, quand une anomalie est portée sur un des deux chromosomes, ça s'exprime. Et on voit que dans les consultations de pédopsychiatrie, on tourne à 80% de petits garçons. Donc, alors ça, c'est la première explication possible. D'ailleurs, le chromosome X, je travaille actuellement avec une généticienne qui appelle le chromosome X la chiffre molle. Parce qu'effectivement, c'est un chromosome fragile qui se fragmente et qui porte beaucoup d'anomalies dont souffrent les garçons. La deuxième explication, c'est les hormones. Garçons et filles, l'agressivité monte. Dans une crèche préverbale, 5% des petits garçons mordent, frappent, cassent, contre moins de 1% des filles. Avec la sécrétion des hormones, les deux courbes, garçons et filles, montent régulièrement jusqu'à la puberté, sauf que à la puberté, l'agressivité des garçons, elle est 8 à 10 fois plus élevée que celle des filles. Et après la puberté, toutes les formes d'agressivité diminuent régulièrement jusqu'à la fin de notre vie. Alors là, les arguments, c'est qu'il y a des déterminismes biologiques, chromosomiques et hormonaux. Mais le fait qu'il y ait un déterminisme biologique n'exclut absolument pas le déterminisme socio-culturel. La brutalité des petits garçons a été utilisée par absolument toutes les cultures pour apprendre la violence aux garçons. Faire des soldats, les faire travailler sans se plaindre 15 heures par jour au fond des mines. Quand j'étais médecin au centre médico-social de la Seine, j'avais des patients qui travaillaient 10 heures par jour et qui voyaient la lumière du jour 2 mois par an. Et comme c'était le seul salaire de la famille, ils acceptaient tous les travaux, y compris le travail torture. Donc, voilà, si vous pouvez faire savoir ça à Judith Butler, peut-être qu'elle voudra sûrement m'assassiner. Alors, dans ce livre, parallèlement à cette explication des racines de la violence, vous évoquez les rituels ou les interdits, les codes interactifs en tout cas, qui nous permettent d'accéder à l'univers de l'autre sans l'agresser, en circuitant nos pulsions pour faciliter la socialisation. Et vous faites le triste constat de la perte d'importance progressive de ces rituels au profit, écrivez-vous, de la prééminence accordée à l'épanouissement personnel et à la jouissance immédiate, facilitée notamment par le contexte technoculturel moderne. Nos progrès ont rompu nos amarres naturelles, écrivez-vous aussi, page 250. Qu'est-ce à dire ? La notion d'individu a mis longtemps à apparaître, même dans la civilisation occidentale. Et j'ai eu la chance d'être invité au Japon, où beaucoup d'universitaires et de chercheurs japonais m'ont répété la notion d'individu est une illusion de la pensée occidentale. C'est-à-dire que les Occidentaux, marqués par nos progrès réels, nos progrès techniques et nos progrès des droits de l'homme, qui sont des progrès réels, fait que maintenant, en Occident, on peut se développer personnellement. C'est pour les hommes d'abord, pour les femmes ensuite. Mais c'est une possibilité de développement personnel. Dans les cultures pauvres, comme l'était notre culture il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 générations, surtout après la Seconde Guerre mondiale, où la pauvreté était extrême, dans les cultures pauvres, la notion de développement personnel n'a pas de sens. Le sens, c'est le sacrifice. Sacrifice des hommes à la guerre, entrave des femmes au foyer. Sacrifice des hommes à la guerre de 14-18 a tué 1,5 million de jeunes gens qui n'avaient pas le droit de vote, parce que le droit de vote à cette époque-là était de 21 ans, et ils ont été envoyés se faire tuer dans les tranchées. Les hommes qui sont rentrés de 14-18, ou bien étaient la gueule cassée, ou bien ils avaient les poumons gazés, ou bien ils pouvaient plus travailler.
Donc, toute une génération d'hommes a été foutue en l'air. Et pendant ce temps-là, les femmes découvraient qu'elles pouvaient tout faire marcher. Ça a été le premier moment de point de départ d'un féminisme argumenté. Parce que je fais la différence entre le féminisme argumenté et le féminisme fantasmatique. Ça, vous ne poserez pas de questions là-dessus. Hein. Je ne sais pas, peut-être. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, les hommes français n'avaient pas été brillants. J'ai connu de très près quelqu'un qui est engagé pour faire son service militaire à 17 ans, 3 ans. Il rentre chez lui 3 mois. La déclaration de guerre est faite. Il est mobilisé. Il est tout de suite fait prisonnier de guerre, 4 ans. Pendant 7 ans de formation importante d'un jeune homme, il n'a rien appris. Toute une génération de jeunes hommes n'ont rien appris. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes qui avaient commencé à faire des progrès ont fait encore plus de progrès. Elles ont fait marcher les hôpitaux, elles ont fait marcher les familles. Il y avait des machines qui leur ont permis de faire marcher les fermes. La moisson était faite par des outils. Et dans ce cas-là, le féminisme était encore plus argumenté. Et donc, d'ailleurs, après, il a fallu déclencher un processus. Donc, ça veut dire que ces progrès-là sont dus à des progrès techniques, réels, dus à notre victoire intellectuelle et sociale. Et ces progrès techniques ont fait naître une philosophie du développement personnel. On n'a qu'un siècle à passer sur la Terre, il ne faut pas le rater. Et donc ce siècle-là, il faut là. Et alors on voit maintenant apparaître des tas de cultures de développement personnel qui sont un progrès grâce à la technologie et grâce aux droits de l'homme, qui sont un réel progrès, et on voit maintenant apparaître les effets secondaires de cet excès de développement personnel avec la disparition des familles, avec des troubles du développement chez les enfants, qui, surtout après le virus, on a trouvé à Mons des chiffres insupportables. Les adolescents, actuellement, 39% des adolescents sont actuellement en dépression. Alors que le chiffre dans une population en paix, c'est 12%. C'est des gosses qui, généralement, ont des difficultés personnelles ou surtout familiales à se développer. D'habitude, on dit une culture en paix, c'est 12%. Aujourd'hui, on est à 39%. Donc quelque chose a été complètement dégradé parce que si on ne fait pas attention à l'altérité, on hyper développe son ego et on détruit tous les liens sociaux qui exigent l'empathie, c'est-à-dire qui exigent la découverte de l'autre. Et on constate qu'en éthologie, on constate que nous, mammifères humains, on a besoin des autres pour devenir soi-même. Et ça, c'est neurologique. La phrase là, c'est une phrase neurologique. Sans altérité, mon cerveau s'atrophie. Pour que mon cerveau soit stimulé, il faut qu'il y ait de l'affection, des mots, des structures sociales. S'il n'y a ni affection, ni mots, ni structure sociale, comment voulez-vous que mon cerveau se développe bien? Rien ne va le stimuler et on va obtenir les images que je schématisais tout à l'heure avec les 2 lobes préfrontaux, le système limbique et l'hypertrophie de l'amygdale. Alors, et ça, c'est pas du vue de l'esprit. S'il y a des neurologues dans la salle, ils savent très bien que c'est facile à voir. Non seulement on le photographie, on le voit sur les scanners de ville, l'amygdale, il faut une technologie supérieure. Mais les atrophies, on les voit sur le scanner de ville. Ces atrophies sont provoquées par des défaillances relationnelles. Et le premier prix Nobel, alors quand j'ai dit ça, la première fois, j'ai appris ça à Paris, c'était en 65, 66, c'était impensable. Les gens, d'abord, et nous, on nous apprenait à décrire les atrophies, mais on n'en connaissait pas les origines. Et c'est un autre prix Nobel, en 1982, Hubel et Wiesel,
qui ont pris une population de chatons, ils les ont élevés avec un cache sur l'œil gauche. Quand les chatons sont morts, ils avaient tous une atrophie occipitale droite. Une autre population qui avait un cache sur l'œil droit, quand les chatons ont été sacrifiés, ils avaient tous une atrophie occipitale gauche. C'est la première fois qu'on avait la preuve en image qu'une défaillance du milieu abîmait le cerveau des petits mammifères qui se développaient dans ce milieu. Ce qui a été décrit chez les chatons, chez les primates, c'est exactement la même dépression chez les enfants humains. Alors, vous l'évoquiez, il faut, quand on se développe sur le plan cérébral, justement, il faut un cadre affectif, il faut une niche sensorielle pour parler, mais si une carence affective, si une privation durable d'affection peut miner le développement de l'enfant, l'excès également. Alors la question ici peut-être un peu enterminée, mais l'excès d'amour ou l'excès d'affection peut également freiner le développement cérébral de l'enfant. C'est ce que vous décrivez. Oui, alors ça c'est le schéma que j'ai proposé à la commission des 1000 premiers jours. De la conception à l'apparition de la parole, parce que nous, êtres humains, le monde humain, c'est le monde de l'artifice, artifice de l'outil et artifice du verbe. Là, les animaux ont du mal à nous suivre, même s'ils comprennent un grand nombre de nos mots, et même s'ils fabriquent pas mal d'outils. Ils savent fabriquer beaucoup d'outils, ce qui prouve qu'il faut une intelligence mathématique pour fabriquer un outil. Il faut se représenter l'espace. Si je fais ça, j'avais conseillé à 2 chercheurs du CNRS, Dars et Papillot, d'étudier comment les singes se comportent face avec une échelle. Parce qu'une échelle, il faut penser la verticalité, la transversalité. C'est une performance, c'est un raisonnement géométrique, mathématique. Alors, d'abord, il y avait une très vieille expérience. Les singes, on leur met un régime de banane en hauteur. Ils cherchent à l'attraper. Ils comprennent très vite qu'ils ne vont pas l'attraper. Dispersés au hasard, il y a des caisses et un bâton. Très vite, ils comprennent qu'il faut empiler les caisses. Et quand ils grimpent sur la caisse, eh ben, ils sont encore trop loin du régime de banane. Et à ce moment-là, ils redescendent de la caisse et ils vont chercher le bâton pour attraper le régime de banane. Ils ont fait pareil en fabriquant une échelle pour attraper le régime de banane. C'est un film CNRS qui a eu un certain succès parce qu'il prouvait l'intelligence mathématique d'un grand nombre d'animaux. J'en ai parlé avec Étienne Klein. L'intelligence mathématique est préverbale. C'est-à-dire que les grands matheux, il y en a sûrement dans la salle, comprennent avant de raisonner et avant de traduire en langage mathématique. Alors on dit un insight, c'est-à-dire je comprends sous forme d'image que je traduis ensuite en langage mathématique. L'idée maintenant qui est très défendue dans les milieux neurologiques et psychologiques, c'est que notre cerveau est sculpté par notre milieu. Dans un milieu sans stimulation, le cerveau s'atrophie. Dans un milieu où il y a une altération localisée, la partie correspondante du cerveau s'atrophie. Je travaille à Toulon avec un neurologue, musicien, musicologue, Pierre Lemarquis, qui nous a montré des images que chez les violonistes et chez les guitaristes, la zone des doigts est hypertrophiée. Et quand j'étais étudiant en médecine, je jouais un peu au rugby, et donc j'allais faire de la musculation dans une salle près du Casino de Paris, où il y avait les danseurs qui venaient aussi se muscler, parce que c'est une performance de haut niveau. Et donc, j'entendais dire, quand on a de gros muscles, c'est qu'on a un petit cerveau et une petite quéquette. Alors on a décidé de vérifier. On sait maintenant en photographie que le fait de muscler son doigt si on est pianiste, son corps si on est sportif,
stimule la zone cérébrale correspondante et améliore les résultats intellectuels. Donc maintenant, ça, on le photographie maintenant. Donc ça veut dire aussi que on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Et là, c'est plus de la biologie. Là, c'est de la philosophie et de la politique. Là, c'est quelle politique éducative va-t-on faire pour stimuler nos enfants? Si on les met assis, avec interdiction de bouger, vous pouvez être sûr qu'on va provoquer des atrophies cérébrales localisées. Si on maltraite les enfants comme les élèves l'ont été régulièrement, parfois même de manière atroce, alors vous venez de naître, vous savez pas que, j'ai connu ça, le théorème de Pythagore, t'as compris, un petit peu, mais pas trop quand même. Viens ici, mets tes doigts comme ça, paf, on recevait un coup de règle sur le bout des doigts, ça faisait très mal, et hop, on comprenait le théorème de Pythagore. Alors, ces belles méthodes éducatives ont disparu, ce qui explique les mauvais résultats en mathématiques des petits Français aux évaluations PISA. Donc ça veut dire que puisque on sait comment une altération du milieu altère le cerveau de manière précise, très précise, et fait voir, fait sentir, fait ressentir des mondes différents. Un enfant, un petit garçon plus qu'une petite fille, qui se développe dans un milieu brutal ou en carence affective, a une amygdale hyperfonctionnelle. Quand il arrive à l'âge de la socialisation, la rue, l'école, les conflits inévitables de toute vie humaine, il ne peut pas ne pas réagir par la violence. Il a été sculpté pour la violence par la culture, par les accidents culturels ou par les méthodes éducatives. Regardez le nombre, tous les pays ont privilégié la violence des garçons pour agrandir les frontières, pour faire des guerres de religion, pour imposer ses croyances aux pays d'à côté. Donc, toutes les cultures ont utilisé cette aptitude, cette réaction impulsive des garçons pour les éduquer pour la violence. Donc, et là, on quitte la biologie, c'est-à-dire que là, on rentre dans la philosophie. Est-ce ainsi qu'on doit élever les garçons? Est-ce pour ça qu'on doit entraver les filles? On a fait ça pendant des millénaires, on a fait ça peut-être même pendant des centaines de millénaires. Est-ce que on a, nous, êtres humains, puisqu'on parle, puisqu'on cherche à comprendre, on a un degré de liberté intérieure. Et là, je viens de citer Hannah Arendt. C'est-à-dire que on peut choisir, on peut réfléchir, on peut douter. Donc si on doute, c'est qu'on a un choix. Si on a un choix, c'est qu'on a un degré de liberté. Or, vous constaterez que ce degré de liberté n'est pas celui qui est privilégié actuellement. Alors, vous avez prononcé l'expression de politique éducative. Et je voudrais prononcer aussi le mot de politique tout court. Ce que vous venez de dire m'amène à une question sur l'actualité. L'actualité récente montre, hélas, une multiplication inquiétante des agressions violentes, voire mortelles, commises par des mineurs. Alors, on peut partir du principe qu'il y a effectivement chez certains de ces jeunes l'altération de l'organisme dont vous parlez, conjuguée à l'appauvrissement du milieu, mais la question se pose aussi de la réparation et de la restauration. Est-ce qu'il y a des possibilités, j'allais dire, d'inversion du phénomène ou des possibilités politiques, des solutions à cela? Alors, il y a des possibilités. C'est la définition de la résilience qui a un facteur neurologique, un facteur relationnel affectif et souvent une décision qui est valide dans un laboratoire ou il faut réduire l'objet de science dans un laboratoire de façon à pouvoir faire une hypothèse
manipuler l'objet de science, faire des séries, évaluer statistiquement et arriver à des conclusions qui sont en fait des conclusions provisoires. Donc ça, c'est la démarche expérimentale. Mais là, on ne peut pas la faire avec des êtres humains qui s'assoient à côté de nous. Ce ne sont pas des objets de science. Il faut donc développer la recherche clinique. Et ce qu'on constate actuellement, c'est que les garçons qui, pendant un moment, apprenaient à contrôler leur violence, alors j'ai mal dit, c'est pas violent, apprenaient à contrôler leurs émotions plus difficiles. Les filles contrôlent par la parole, puisqu'elles parlent avant les petits garçons. Donc la parole, si on peut dire, on contrôle mieux l'expression de ses émotions. On peut donc faire en sorte, sécuriser les petits garçons et leur apprendre à parler pour s'exprimer autrement. Tout à l'heure, je disais, Richard Tremblay à Montréal, Lynn Leblanc à Ottawa, ont montré que dans toute une population, dans la population des bébés, 5% à la crèche, les enfants préverbaux, les garçons, 5% des garçons tapent, mordent, frappent, détruisent. Tous ces petits garçons qui sont dans le comportement et le cerveau sont analysés d'après les méthodes de l'attachement et la neuroimagerie. Tous ces petits garçons ont des altérations cérébrales. On les punit. Pendant un moment, il y a eu des grands noms de la psychanalyse que les parents, quand ils ont un enfant qui mord, beaucoup plus de garçons que... Il y a des filles qui mordent, mais beaucoup moins que les garçons. Quand un enfant mord, il y a des grands noms de la psychanalyse qui disaient mais il faut mordre l'enfant qui mord pour lui apprendre le mal que ça fait. La conclusion est si on mord un enfant qui mord, on lui apprend à mordre. Donc, et c'est ce qu'on fait maintenant pour ces garçons qui ont des impulsions qu'ils n'ont pas appris à contrôler. On les punit. À la crèche, ils font le vide autour d'eux parce que les autres enfants ont peur de ces garçons qui frappent et qui mordent. Donc, ils font le vide. Ils sont seuls, donc leur cerveau est de plus en plus mal stimulé. Ces garçons mordent et frappent de plus en plus, jusqu'au moment où ça devient leur mode d'expression. Ils arrivent à l'adolescence où le feu des hormones exacerbe toutes les émotions, surtout les émotions sexuelles. Ils ne savent pas les contrôler. Ils n'ont ni la parole, ni les rituels culturels. Donc je retrouve le même raisonnement, c'est-à-dire que les rituels, avant, il y a quelques générations, Freud raconte que quand il courtisait Martha, il allait se faire tailler la barbe, il achetait des gants tout propres et plein d'émotions. Il allait suggérer à Martha qu'il la trouvait importante, qu'il y avait des rituels d'interaction. Maintenant, ces rituels d'interaction... Ensuite, il y a eu les bals populaires. On invitait les filles et il y avait des rituels. Il y avait en Auvergne, quand une fille comprenait que le garçon la courtisait un peu, si le garçon l'intéressait, elle nouait le fichu dans le dos, et si le garçon les intéressait pas, elle nouait le fichu devant, et le garçon comprenait que c'était fichu. C'est-à-dire que... Mais il y avait des rituels de politesse, d'interaction, de suggestion, de poésie. Nous, quand j'étais gamin, quand on allait parler à une fille, on se coiffait. À l'époque où on avait les moyens de se coiffer, on se coiffait et on était intimidés. On leur serrait la main. On voit maintenant les garçons et les filles se bousculent. Les garçons ne sont plus intimidés par les filles et les filles ont de moins en moins peur des garçons et elles apprennent à les affronter. Est-ce que c'est un progrès? Je pense que les rituels culturels permettaient de contrôler une pulsion. Et ces garçons n'apprennent plus à contrôler leur pulsion. Vous parlez de rituels culturels, notamment dans les rapports hommes-femmes, mais si les rituels dont vous parlez disparaissent peu à peu, les balles populaires de moins en moins, en tout cas c'est pas forcément le lieu, en tout cas de séduction entre les hommes et les femmes, est-ce qu'il y aurait des rituels de substitution? Est-ce que finalement l'évolution des rapports hommes-femmes
notamment apporté par MeToo, est-ce qu'on va arriver à une nouvelle codification des interactions hommes-femmes avec de nouveaux rituels qui vont apparaître pour pacifier les rapports hommes-femmes et les rééquilibrer, notamment à la faveur des femmes qui ont été un petit peu déprivées en la matière? Mais oui, actuellement, ils ne sont pas pacifiés, ils sont exacerbés. Toutes les cultures passent leur temps à changer. Une culture qui ne change pas est une culture pétrifiée qui s'effondre, comme une théorie scientifique d'ailleurs. Une théorie scientifique, comme les milieux passent leur temps à changer, le milieu climatique, le milieu social, les guerres, les épidémies, les valeurs morales, ça change tout le temps. Donc, nous, on doit constamment changer pour s'adapter. Et si on ne change pas, on est désadapté. Et dans ce cas-là, c'est toute la théorie ou c'est toute une culture qui s'effondre, ce qui est la règle. C'est toujours comme ça que ça s'est passé. Alors, il faut, je crois, faire apparaître des nouvelles cultures. Et on voit apparaître un nouvel ethos, c'est-à-dire une nouvelle hiérarchie des valeurs. Pendant des millénaires, les femmes ont été escroquées par le mariage. C'est-à-dire que on disait aux femmes, alors ou bien on disait c'est un bon, il a la même couleur de peau que nous, il a la même religion, il a un portefeuille, son père a un portefeuille comparable au portefeuille de mon père, le mariage est possible. Le mariage n'avait pas de fonction sexuelle. Le mariage n'avait qu'une fonction sociale, structurer des groupes sociaux pour la religion, pour l'argent, pour la terre. Quand les aristocrates voulaient faire la paix, ils mariaient leurs enfants. Quand les aristocrates voulaient étendre leur territoire, ils mariaient leurs enfants pour augmenter l'armée. Ils avaient donc, quand les paysans voulaient avoir plus de bras pour la moisson, ils mariaient leurs enfants sans leur demander, et surtout, on mariait les filles. On donnait Lévi-Strauss dit, on donne Lévi-Strauss emploie l'expression la circulation des femmes. Et cette circulation des femmes est bien illustrée chez les chrétiens, chez les musulmans. La femme entre à l'église ou à la mosquée au bras de son père et elle en ressort au bras du mari. Elle a été donnée. Et le mariage servait à faire du social. La sexualité n'avait aucune fonction de plaisir. C'est une invention récente. La sexualité avait une fonction religieuse, mettre au monde une âme pour adorer Dieu. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, tous les régimes autoritaires religieux surveillent le ventre des femmes. Aujourd'hui encore, dans les dictatures religieuses, il faut que les femmes sont fortement... La pression culturelle, collective, demande aux femmes de mettre au monde le plus d'enfants possible, des garçons de préférence, pour faire la guerre ou pour travailler 15 heures par jour au fond des mines et en sortir avec une silicose à l'âge de 45 ans. Donc le mariage et la sexualité, et c'est récemment que la sexualité est devenue intime alors qu'elle était sociale, et c'est que la sexualité a acquis une fonction de plaisir qui devait surprendre quand ça arrivait dans certains couples, ça devait être une surprise. Parce que, comme le dit Lacan, le plaisir vient de surcroît. C'est-à-dire qu'on faisait on faisait l'amour, on ne faisait pas l'amour, on faisait le devoir conjugal pour agrandir le territoire, pour mettre au monde un futur soldat, comme on le voit actuellement au Proche-Orient. Il y a encore, ça revient avec les mêmes mots aujourd'hui. Au Proche-Orient, dans les pays autoritaires, les femmes doivent rester à la maison pour faire des fils, pour faire la guerre et imposer ses croyances et imposer ses idées. Alors justement, vous parlez de guerre et ce livre, on l'a compris, explore les racines de la violence chez l'humain. Mais au sujet de cette violence, vous avez ces paroles qui peuvent paraître étonnantes. Vous écrivez notamment « Rien n'est plus naturel que la bagarre, rien n'est plus civilisé que la guerre ». Ben, je suis toujours d'accord. C'est-à-dire que les animaux se bagarrent, les êtres humains se bagarrent.
pour des raisons de territoire, pour des raisons d'aliments, pour des raisons de protection des petits, pour des raisons de cours aux femelles. Les mâles se bagarrent, les femelles se bagarrent aussi pour protéger un petit, pour agresser un mâle. Et on voit de plus en plus, dans certains groupes, les femelles s'associent pour attaquer un mâle. Donc les animaux se bagarrent. Ils mentent. Le mensonge chez les animaux est une preuve de grande intelligence. Chez les animaux aussi, pas que chez les humains. C'est-à-dire que parce que pour qu'un animal mente, alors on voit des mensonges animaux. Par exemple, Jean-Claude Fady, avec qui j'ai travaillé un peu, m'avait amené à voir à Aix, on cache des raisins secs et des bananes devant une femelle. Donc la femelle sait où est caché le trésor de raisins secs. Et puis on les fait rentrer en compagnie de mâles. Et les mâles, en cherchant, comme un radar, se dirigent vers le trésor alimentaire de raisins secs et de bananes. À ce moment-là, la femelle pousse des cris de joie et elle se précipite de l'autre côté. Les mâles, qui sont plus lourds et plus méchants, les bousculent, et pendant ce temps, la femelle va du côté chercher ses réserves alimentaires. C'est la preuve que la femelle a compris qu'il fallait faire pour agir sur le monde mental des autres. C'est une preuve non seulement c'est une preuve d'intelligence, mais c'est une preuve de monde mental qui existe chez un grand nombre d'animaux. Donc ils ont les mêmes structures sensibles que nous, ils ont des mondes mentaux différents des nôtres, mais ce sont des mondes mentaux. On ne peut plus tout se permettre avec des êtres vivants, sensibles, qui ont des mondes mentaux. C'est pas les mêmes que nous, c'est pas les mêmes valeurs, mais ce sont des êtres vivants qui ont une psychologie et une affection. Donc on ne peut pas tout se permettre. Alors ce qu'on voit aujourd'hui apparaître, c'est que tous ces phénomènes-là d'apprentissage de vivre ensemble ont été abandonnés par notre culture. Et notamment dans le livre que je suis en train de préparer avec le professeur Misrahi, qui est une généticienne, 60% des PMA aujourd'hui sont demandés par des femmes seules. 60% qui décident d'avoir un enfant sans homme. Techniquement, c'est possible. Ces femmes-là, à Paris surtout, elles travaillent, elles ont parfois deux enfants, il y a les transports, il y a la vie parisienne. Physiquement et moralement, comment va-t-on le faire? Elles font pas. Elles font pendant des années, elles tiennent, mais Isabelle Roskam, qui est professeure à l'université de Louvain, en Belgique, a fait une étude cartographique sur ce que les jeunes appellent des burn-out. Nous, on appelait ça la dépression d'épuisement professionnel, mais les jeunes appellent ça burn-out, ça fait plus scientifique, puisque c'est sûrement des publications américaines, donc ça fait plus sérieux. On voit que un jour ou l'autre, ça mène cette manière de vivre hyper stressée, épuisée, seule, mène au burn-out. Et on le voit sur la cartographie. Elle nous a montré des cartographies très difficiles à contester, très difficiles. C'est-à-dire que là, on a laissé se mettre une culture du sprint, une culture de la rivalité individuelle, une culture de la performance individuelle, quel que soit le prix que payent les autres. Si je pense qu'à mon développement, je ne vais pas m'occuper de l'autre. Et moi, je m'occupe de mon développement personnel. Je ne vais pas m'occuper de l'autre. Alors, on avait été trop loin pendant le 19e siècle et le 20e siècle. La honte du 20e siècle, ça a été les 2 guerres mondiales et les 3 génocides. C'est-à-dire des dizaines de millions de morts, des dizaines de millions d'orphelins, dont on s'est très mal occupé, sauf quelques institutions dont on a parlé tout à l'heure. Donc, si on continue comme ça, on est en train de diluer les structures familiales. À la commission des 1000 premiers jours, on n'a pas su définir le père. Est-ce que le père, c'est l'amant? Pas forcément. Ça peut être un tube.
il y a des tas de cultures africaines ou indiennes d'Amérique, des tas de cultures qui pensent que l'amant et le père, c'est pas pareil. L'amant, c'est celui qui a fait le coup, si vous permettez cette délicate métaphore. L'amant, c'est pas le père. S'il a fait le coup et s'il s'en va, c'est pas le père. La femme est enceinte. Le père, c'est celui qui est désigné par la culture pour être responsable de l'enfant, s'en occuper et s'y attacher. Et là, on a une fonction de père. Or, si une femme met au monde un enfant pour elle seule, sans père, ou en envoyant promener les hommes, il n'y a pas de père. D'ailleurs, maintenant, dans les documents administratifs, on dit de plus en plus premier parent, deuxième parent. Si une femme seule élève un ou deux enfants en compagnie de sa propre mère, c'est deux femmes qui s'occupent des enfants. Si un couple d'homosexuels s'occupe, mais une des deux femmes porte l'enfant par une fécondation artificielle, elle porte l'enfant, elle n'a aucune relation sexuelle, elle porte l'enfant qu'elle met au monde. C'est deux femmes qui s'occupent de l'enfant que l'une d'elles vient mettre au monde. Laquelle est le père ? Bonjour madame, vous êtes le père. Vous suivez ? C'est-à-dire que le mot père, on sait plus ce que le mot père désigne, et il y a de plus en plus de documents administratifs qui n'emploient plus le mot, et qui maintenant, dans les futurs passeports, il y aura premier parent, deuxième parent. Est-ce qu'un bébé va dire bonjour mon premier parent, bonjour mon deuxième parent ? Alors, je pense que, et c'est, vous savez, la phrase de Camus, qui est très belle et qui est de plus en plus souvent citée, c'est « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Et ça, je crois que c'est très vrai. Si on nomme mal les choses, on laisse un monde confus se mettre en place et on ne sait plus se gouverner. Et j'emploie le mot « gouverner » au mot individuel et au mot socioculturel. On ne sait plus se gouverner. Si les mots sont pas clairs, ne désignent pas une chose ou un projet, on est confus, on ne peut pas gouverner. D'autant que vous nous expliquez dans ce livre que l'une des spécificités et l'une des différences de l'homme par rapport à l'animal est justement sa capacité, ce langage qui peut être à la fois la plus merveilleuse des choses, mais aussi la plus terrible, et que ce langage permet des représentations, des formulations qui ont un effet aussi important sur le cerveau qu'un fait réel. Mais peut-être même plus. Ou on va dire pareil, mais peut-être même plus. Alors, c'est-à-dire qu'une représentation, une verbalité, agit sur le cerveau de l'autre. Si je vous fais un compliment, vous allez rosir de plaisir. Si je vous fais une insulte, vous allez rougir. Pourquoi ? Parce que mon insulte, vous allez la comprendre et vous allez augmenter la sécrétion des hormones du stress. Le cortisol, l'adrénaline, les catécholamines, vous allez rougir, pâlir, votre cœur va s'accélérer et vous allez vouloir m'égorger. C'est-à-dire que, ah ben non, alors vous téléphonerez à quelqu'un pour dire du mal de moi. donc ça veut dire que, et alors, il n'y a pas longtemps, il y a une très belle publication qui a été faite par Lyon Ruth, qui est une psychologue qui fait de la neuroimagerie aux États-Unis, et elle a passé une annonce, comme le font les Américains. Si vous êtes raciste, acceptez-vous qu'on vous fasse une neuroimagerie ? Et il y a des hommes racistes, je me rappelle pas s'il y avait des femmes, qui sont venus pour faire une neuroimagerie. Alors bien sûr, la neuroimagerie est normale, sauf que au moment où certains hommes ont dit les Noirs, je suis raciste anti-noir. Je pense que les Noirs sont des brutes, et qu'on ne peut pas les civiliser. Très bien. Ils ont montré des films en montrant des Noirs, commerçants, sportifs, universitaires, des Noirs normaux, quoi. La personne qui croyait que les Noirs étaient méchants et difficiles à civiliser, leur amygdale rhinencéphalique était stimulée et passée au rouge.
une croyance peut modifier la manière dont notre cerveau fonctionne. On le sait avec l'effet placebo, qui donne des résultats très surprenants. Il y a eu des travaux qui ont été un peu plus organisés de manière un peu plus médicale. Dans un hôpital pour protestants, en Irlande, il y avait un service de catholiques, un service de gens qui souffraient de cancer et qui n'avaient pas de croyance, et un autre qui souffrait de cancer et qui croyait en Dieu. Dans la population de croyants, les traitements étaient mieux suivis, il y avait moins d'effets secondaires et les résultats thérapeutiques ont été meilleurs. Alors que, donc ça veut dire qu'une croyance agit sur notre cerveau, qui agit sur notre corps. Donc c'est ce qui explique aussi que dans les guerres, toutes les guerres, la haine qui est cultivée pour faire la guerre, hein, le mensonge, on est en train de le vivre actuellement. Le mensonge est une arme de guerre. Et si on veut gagner la guerre, il faut développer la haine. Et quand la haine est développée, on peut tuer sans aucune culpabilité, puisque l'autre n'est plus une personne. Et puisque je défends mon peuple, mon pays et ma famille en tuant l'autre, je suis décoré. Si je tue quelqu'un en temps de guerre, je suis décoré. Si je tue la même personne en temps de paix, je suis emprisonné. C'est le même fait. La signification du fait attribuée par la société a complètement modifié la manière de ressentir des émotions. Ça veut dire que on peut tuer sans aucune culpabilité. C'est ce qu'on voit actuellement au Proche-Orient. Alors on cite toujours le Proche-Orient et l'Ukraine parce que c'est les deux contrées qui nous touchent le plus. Mais il y a des dizaines de guerres actuellement sur la planète dont on ne parle jamais et qui font bien plus de morts et bien plus de catastrophes humanitaires au Yémen, en Asie, en Birmanie. Il y a des bien plus de... La Syrie, 600 000 morts. J'ai pas vu une seule manifestation. 600 000 morts, l'indifférence totale. C'est les Syriens, c'est pas grave. C'est-à-dire que on voit comment une croyance modifie notre manière de ressentir des émotions et notre manière de fonctionner cérébralement. Il y a notre exemple contemporain de la puissance d'une croyance qui refuse toute contradiction, qui refuse toute réalité qui pourrait disqualifier cette croyance. C'est la poussée des mouvements anti-science et complotistes, notamment depuis l'épidémie, comme discours ou récit alternatif au discours de progrès scientifique de l'Orient. Là aussi, il y a un refus de voir une réalité qui pourrait déranger un récit d'ailleurs bien construit. Vous parlez de délire logique. Ça paraît un peu contradictoire, mais c'est un délire logique mais qui se coupe de plus en plus de la réalité. Mais oui, il y a eu des croyances scientifiques, hein. Donc il y a eu, mais les scientifiques savent qu'une théorie trop bien défendue mène à une croyance scientifique. Alors généralement, le milieu scientifique élimine les faits et beaucoup de publications finissent par être oubliées. Donc il y a un processus évolutif qui permet de limiter la croyance scientifique. Mais actuellement, on est passé d'un extrême à l'autre. Pendant un moment, on a divinisé les scientifiques. Si la phrase c'est comme ça parce que c'est scientifique, c'est une phrase qui n'a pas de sens. C'est comme ça parce que le milieu scientifique n'a pas pu dire que c'est autrement. Mais si un scientifique un jour arrive à démontrer que c'est autrement, ce fait scientifique va disparaître, et d'ailleurs les faits scientifiques sont faits par des scientifiques. Hein, ça a été une de mes premières propositions, c'est-à-dire que une motivation, même scientifique, est souvent un aveu autobiographique, même pour une recherche scientifique. Donc on a divinisé la science au point d'en faire une croyance blasphématoire.
Mais c'est scientifique, comment peux-tu ne pas être d'accord? Eh ben non, c'est scientifique, donc je vais m'appliquer à ne pas être d'accord, et comme le disent beaucoup de philosophes, je vais m'entraîner à penser contre moi-même. J'ai envie de penser ça, je vais voir vraiment si c'est vrai. Hannah Arendt nous entraîne à penser contre soi-même. Mais maintenant, on est parti d'un extrême à l'autre avec le virus, on l'a tous vécu. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens disaient c'est un complot de l'État pour que les laboratoires, c'est ce que j'ai entendu, on l'a sûrement entendu, c'est un complot de l'État pour que les laboratoires gagnent plus d'argent. Une part de vérité, c'est qu'effectivement, il faut surveiller les laboratoires scientifiques parce qu'ils ont tendance à se laisser entraîner par la logique du marché, qui n'est pas toujours morale et qui pourtant Bachelot en a souffert avec les masques. Et donc, on peut se laisser entraîner par la logique du marché. Donc, il faut. Mais par exemple, j'entendais l'argument vous, les scientifiques ou les cliniciens, vous dites que c'est une croyance et vous dites que il faut il y a le doute scientifique. Or, nous, on doute. Et le mot est employé à contresens. Quand un complotiste dit « je doute », ça veut dire « j'ai la conviction qu'il y a un complot ». C'est le contresens parfait. C'est pas un doute, c'est pas le doute scientifique. On se remet à l'épreuve, on rencontre des copains, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça fait partie. Et là, au contraire, le doute, c'est une conviction qu'on nous cache quelque chose. C'est pas du tout le doute au sens cartésien du terme. Alors, nous pourrions peut-être conclure cet entretien par une notion intéressante et positive que vous évoquez dans un article que vous avez récemment accordé au magazine suisse L'Illustré. Vous affirmez dans cet article que même la haine est résiliable, en citant notamment l'exemple de François Mitterrand et de Helmut Kohl se tenant par la main en signe de réconciliation franco-allemande après le carnage de la Seconde Guerre mondiale. Et vous citez Serge Moscovici, grand nom de la psychosociologie, qui disait que 3% de la population bien déterminée peut déclencher un processus psychosocial. Il y a donc un espoir. Alors oui, j'ai eu la chance de côtoyer Serge Moscovici, le papa du Moscovici actuel. Il avait fui la Roumanie communiste et il travaillait comme coupeur dans le quartier de la République. Et coupeur, c'est des ciseaux immenses. Pour gagner un peu d'argent, il faut faire plusieurs piles de draps, dessiner le patron, et il faut avoir des avant-bras comme Popeye pour pouvoir couper plusieurs couches de tissu supplémentaires. Et moi, alors Moscovici, Serge, avait les plus beaux avant-bras de Paris parce qu'il coupait. Et moi, j'étais livreur en vélo, j'avais les plus belles cuisses de Paris parce que je livrais des paquets de 50 kilos à travers Paris. Et Serge Moscovici s'intéressait beaucoup aux minorités actives. Qu'est-ce qui déclenche un mouvement social, bénéfique ou maléfique? C'est une minorité. La majorité répète, et la majorité répète ce qui l'a mené au bien-être, ce qui l'a mené au pouvoir. Donc la majorité tend à la sclérose, à la récitation, à la litanie culturelle, toujours la même chose. Et c'est des minorités qui, au contraire, provoquent les évolutions culturelles. Alors, ça peut être une minorité bénéfique, un artiste, un scientifique, un journaliste, un romancier. Je crois beaucoup aux déclencheurs par l'art. Les grands mouvements culturels, les grands changements. Par exemple, on n'a pas pu témoigner de la Shoah pendant 40 ans, parce que les gens éclataient de rire. C'est la définition du déni. Ce que j'ai entendu, où vas-tu chercher tout ça? Impossible de témoigner, parce que les gens se protégeaient par le déni. Donc ils étaient tranquilles, le déni, ça permet de ne pas affronter le problème. On est bien, mais on n'affronte pas le problème.
Donc le déni, qui est un facteur de protection, est un facteur qui empêche la résilience. Alors, on voit des gens changer d'opinion et grâce à ces minorités. Et Serge Moscovici avait fait des études populationnelles pour montrer que un petit groupe, alors lui, il dit 3% de la population déterminée, généralement financée par un parti, par quelqu'un qui veut imposer sa théorie, 3% de la population peut déclencher un phénomène psychosocial. Donc il faut tenir compte de ces minorités qui peuvent, parfois c'est bénéfique, c'est la découverte scientifique. Et par exemple, qu'est-ce qui a changé le regard sur la Shoah? C'est les films, c'est les romans, le dernier des Justes, de Schwarzbach, parce que il a fait, je crois, 600 000 exemplaires. Mais on considère que à cette époque-là, il y avait 4 lecteurs pour un livre acheté. Donc on n'est pas loin des 3% déjà, rien qu'avec un livre à grand succès. Il y a des films qui étaient faux, il y avait des erreurs historiques, ça n'a aucune importance. Ça soulevait le problème. La fonction du théâtre dans la Grèce ancienne, c'était pas de dire la vérité, c'était de soulever un problème. Les comédiens étaient tenus de mettre en scène le problème de la cité. L'inceste, les étrangers, les barbares, déjà les barbares, ceux qui parlent pas comme nous, hein, c'est-à-dire les immigrés, c'est-à-dire qui parlent pas comme nous. Donc, et à ce moment-là, on fermait les portes et les citoyens devaient discuter des problèmes joués par les comédiens. C'est ce qui s'est passé pour le changement d'attitude envers la Shoah, où les films émouvants, avec des erreurs historiques, ça n'avait aucune importance, puisqu'ils n'avaient pas pour fonction de dire la vérité, ils avaient pour fonction de dire « ça a existé, qu'est-ce que vous en pensez ?» Il faut faire des enquêtes avec les historiens, avec les témoins, et là, on va faire un travail un peu plus précis. Donc l'art a une fonction de soulever les problèmes et de faire évoluer les mentalités, pas de dire la vérité. Généralement, c'est le régime totalitaire qui dit la vérité. Hein, les régimes totalitaires disent « je dis la vérité, et si vous ne croyez pas en ma vérité, je vais vous envoyer la police, l'armée, le GIGN, je vais vous envoyer... Donc, ça veut dire, je vais vous imposer ma vérité. » Donc là, l'art a une fonction démocratique qui permet de faire évoluer et de poser les problèmes et de faire évoluer les mentalités, donc les décisions éducatives. Et je pense que le théâtre à l'école, que Macron, que Attal vient de voter, est une excellente décision. L'application est déjà mauvaise. Parce que l'idée de faire le théâtre à l'école, c'est développer l'empathie des enfants. Tu es de cette religion, c'est bien, sache qu'il y a d'autres religions qui sont tout aussi bien. Tu es de cette couleur de peau, c'est bien, sache qu'il y a d'autres couleurs de peau qui ne sont pas plus mauvaises que la tienne. Tu es de cette culture, c'est bien, sache que, etc. Et ça, c'est la fonction de développement de l'empathie peut se faire par le théâtre. Donc là, j'ai approuvé la décision d'Attal en me disant, ça va être très bien. Première application, total contresens. On demande à tous les enfants de monter sur scène pour jouer un problème. Certains enfants vont adorer ça, ils vont prendre la vedette et ils vont faire taire tous les autres. Certains enfants vont avoir tellement timides ou n'ayant pas d'idée, vont être terrorisés à l'idée de monter sur scène. Donc ce qu'il faut faire, c'est inviter un comédien, dire aux jeunes, si tu as envie de venir jouer le rôle d'un noir, tu es aux États-Unis, eh ben tu vas jouer le rôle d'un noir au cours d'un contrôle de police. Tu vas le jouer. Il y a des enfants, des adolescents qui vont refuser, il y en a d'autres, le comédien ou certains adolescents vont très bien jouer ça. Et ensuite, on fait comme le théâtre grec, on ferme les portes et on discute. Je l'ai fait quand j'étais au Congo avec les enfants soldats.
je pouvais pas, j'avais dit aux gens, surtout on ne leur pose pas une seule question. On peut pas demander à un petit garçon de 10 ans combien tu as tué de personnes. C'est pas possible. Alors je leur racontais des histoires de Beyrouth, où j'avais assisté à des événements durs à Beyrouth. Je leur racontais la guerre de 40, et je demandais à des petits garçons de 10 ou 12 ans, qu'est-ce que vous en pensez? Je faisais attention à bien les vous voyez, parce qu'au Congo, ils parlent français. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai été stupéfait de voir la qualité morale de ces petits tueurs. Ils disaient non, ça c'est pas bien. Je leur racontais des attentats à Beyrouth, je leur racontais des témoignages de Myrna Ganache. Vous connaissez Myrna Ganache? C'est-à-dire, elle a fait sa thèse à Paris, parce qu'elle va beaucoup à Beyrouth. Donc, j'ai été stupéfait par ces enfants inéduqués. C'était des enfants des rues, ou des enfants qui avaient fui leur famille maltraitante. C'était des enfants très altérés qui avaient été récupérés, comme ça existe en Colombie, comme ça existe dans beaucoup de pays, pour devenir des enfants soldats. Dès qu'on leur donne la parole, on découvre leur talent éthique. Tu ne peux pas tout te permettre, ça t'aurais pas dû le faire. Ça, il fallait pas que ça existe. Donc le théâtre peut servir à développer l'empathie, à condition de pas le faire comme Attal. C'est pas lui qui l'a proposé. À condition de pas le faire comme les retombées sont en train de se préparer. Si vous connaissez Attal, envoyez-lui envoyez-lui des lettres anonymes. Ah ouais. Bien. Merci infiniment, Boris Cyrulnik, de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui en remercie.